rapporteur. La discussion générale est ouverte. Monsieur Joël Giraud, vous avez 10 minutes pour le groupe RRDP. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des Finances, Monsieur le rapporteur général, Mesdames, Messieurs, chers collègues. Les lois de règlement ont principalement deux mérites. Le premier mérite, c'est de permettre à notre Assemblée de tirer les enseignements des budgets passés. Nous en avons très largement discuté en première lecture de ce projet de loi. Ma collègue Annick Girardin avait alors développé plusieurs points, je n'y reviendrai pas. L'autre objectif des lois de règlement, c'est d'approuver ou de rejeter les orientations budgétaires et la politique économique du gouvernement. Notre Assemblée les avait approuvées, le Sénat les a rejetées. C'est donc sur ces orientations budgétaires que je voudrais revenir. Tout d'abord, comment se caractérisait le budget 2012 ? C'est un budget dont la structure et les objectifs initiaux reviennent à la précédente majorité. L'effort structurel portait sur 1,1 point de PIB en recettes et 0,3 point de PIB en dépenses. Finalement, qu'avons-nous obtenu ? Un effort structurel de 1,1 point de PIB en recettes et de 0,1 point de PIB en dépenses, c'est-à-dire des résultats assez proches des objectifs de l'ancienne majorité, et en tout état de cause, un même effort structurel en recettes. L'ancienne majorité a affirmé début 2012 que le budget était équilibré. Désormais, celle-ci considère que c'est un mauvais budget et elle accuse le gouvernement de matraquage fiscal. Avouez que c'est quand même étonnant. D'autres, au contraire, reprochent à l'actuelle majorité de ne pas s'être plus distinguée des objectifs initiaux de l'ancien gouvernement. Il est toujours aisé, a posteriori, de savoir ce qui aurait été mieux de faire ou de ne pas faire. En revanche, il est généralement plus compliqué de ne pas tomber dans une analyse anachronique d'une situation passée. Nous ne devons jamais perdre à l'esprit les conditions dans lesquelles le gouvernement actuel a établi les 3e et 4e collectifs budgétaires de 2012. Cette situation, quelle était-elle ? Un déficit élevé, des marchés financiers inquiets, une spéculation sur la fin de la zone euro, un doute quant à la capacité réelle de la France à entamer des réformes, enfin la peur distillée par certains quant à l'arrivée aux responsabilités de la gauche. Au regard des faits, et uniquement des faits, il est toujours surprenant que les conservateurs s'arrogent un capital de crédibilité supérieur aux autres, alors même que leurs résultats sont mauvais. 7,5% de déficit public en 2009, 7,1% en 2010, et l'on parle ici des administrations publiques, pas de partis politiques. Bref, la situation était extrêmement dégradée. Il a fallu agir vite, très vite. Il a été décidé de maintenir coûte que coûte une réduction du déficit structurel supérieure à 1 point de PIB, objectif auquel nous sommes parvenus. La spéculation d'éclatement de la zone euro s'est évanouie. La dette française a cessé d'être attaquée. Les taux d'intérêt sur la dette ont drastiquement baissé. Bien entendu, l'action du gouvernement approuvée par sa majorité n'est pas la seule à avoir contribué à ce regain de confiance. Mais imaginez un seul instant que le gouvernement ait décidé de faire autrement. Imaginez qu'il ait décidé de laisser filer le déficit, comme l'ont fait ses prédécesseurs. Croyons-nous vraiment que la situation économique serait meilleure aujourd'hui ? Rien n'est sûr. Ce qui ne veut pas dire que nous devrions garder la même stratégie pour le futur, j'y reviendrai. D'ailleurs, au-delà de cette continuité apparente, que certains nous reprochent, la nouvelle majorité a introduit une vraie rupture. Ce changement, c'est la détermination de priorités, pas uniquement dans les paroles, mais par des actes, concrétisés grâce aux orientations budgétaires. L'ancienne majorité avait pris pour méthode de couper les dépenses de façon uniforme. La justification idéologique, c'était que les dépenses publiques ne pouvaient être qu'intrinsèquement mauvaises en soi. Ce n'est pas notre vision. La dépense peut être bénéfique à condition qu'elle soit maîtrisée et réponde à des objectifs et besoins réels. En période d'effort budgétaire, fixer des priorités est plus indispensable encore pour décider, pour agir, bref, pour gouverner. Pour autant, les orientations pour la fin 2013 et pour 2014 doivent-elles être les mêmes ? En ce qui concerne la définition de priorités et la création de marges de manœuvre budgétaires, la réponse est oui. D'ailleurs, le gouvernement a souhaité élargir le champ des domaines prioritaires à l'emploi, la solidarité, le logement. Nous aurons l'occasion de discuter de cette sélection et des moyens qui leur sont associés lors du prochain PLF. En revanche, pour ce qui est de la politique économique en général, il nous faut changer de cap. Et le gouvernement semble s'engager dans cette voie, ce qui est salutaire. Quels doivent être les aménagements de cette politique économique ? Premièrement, les ajustements budgétaires ne doivent plus se faire au détriment de la croissance. Il est aisé de s'en prendre à la politique monétaire européenne pour expliquer le manque de croissance. Mais la BCE a fait des efforts considérables. Il n'est pas certain que sa politique puisse devenir beaucoup plus hétérodoxe qu'elle ne l'est déjà. Et au vu des bulles créées par la Réserve fédérale américaine, il n'est même pas certain que ce serait une bonne chose. En revanche, la politique budgétaire menée dans l'ensemble des pays européens doit être ajustée. En particulier,
il est nécessaire que les efforts structurels portent sur une diminution des dépenses et non pas sur une augmentation des recettes. Les députés du groupe de RDP avaient d'ailleurs mis en garde le gouvernement lors du dernier projet de loi de finances à ce sujet. Par ailleurs, les coupes budgétaires ne doivent pas porter sur les dépenses qui peuvent être le plus facilement diminuées. Non, elles doivent intervenir là où ces dépenses sont le moins efficaces. Cela implique du temps. C'est pourquoi il est nécessaire d'adapter le rythme de réduction du déficit public, en particulier pour 2013, alors que les prévisions de croissance et donc les recettes des administrations publiques sont à la baisse. L'adaptation du rythme de consolidation budgétaire est une bonne chose, comme viennent de l'entériner les ministres des Finances du G20. Mais il ne faudrait pas que le déficit en 2013 dévie trop de la trajectoire actée dans le programme de stabilité. Dans le cas contraire, l'effet base en 2014 risquerait d'être difficile à rattraper sans une forte augmentation des recettes. En 2014, justement, le gouvernement est décidé à faire reposer les efforts de maîtrise budgétaire sur les dépenses. On peut s'en réjouir. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, et malgré les premiers éléments budgétaires qui nous ont été communiqués, nous avons quelques inquiétudes quant aux mesures prises pour réduire les mauvaises dépenses, c'est-à-dire celles qui sont inefficaces, et sécuriser les bonnes. Les rapports d'évaluation de la MAP sont publiés au compte-gouttes. Il ne semble pas que les administrations centrales mettent beaucoup d'ardeur à engager de véritables réformes organisationnelles, seules à même de dégager des économies substantielles et durables. Ces réformes ne doivent pas seulement prendre place là où des économies sont attendues pour financer les priorités gouvernementales. Il nous semble indispensable que ces réformes profondes soient aussi conduites là où les budgets sont renforcés ou préservés. C'est vrai pour Pôle emploi, ça l'est aussi pour l'éducation nationale ou pour la politique du logement. Les meilleures réformes sont souvent celles qui se font avec un budget en hausse. Nous aurions tort de ne pas saisir les opportunités là où des marges de manœuvre ont été créées. Malheureusement, mais peut-être pourriez-vous, Madame la Ministre, nous apporter des informations complémentaires, il ne semble pas que les réformes les plus conséquentes soient menées là où l'on réinjecte le plus de moyens financiers. L'autre inquiétude que nous avions évoquée en première lecture, c'était le flou autour de la politique d'investissement. L'investissement n'apparaissait pas comme une des priorités budgétaires du gouvernement, ce que nous regrettions. Dans son rapport sur la gestion budgétaire de l'État en 2012, la Cour des comptes mettait en garde contre le redéploiement de crédits issus du programme des investissements d'avenir vers des postes de dépenses sans lien avec les objectifs du programme. Le Premier ministre a depuis apporté des réponses. 12 milliards d'euros supplémentaires viendront abonder le financement du programme des investissements d'avenir. 8 grands domaines d'intervention seront concernés, dont la recherche et l'innovation, la transition énergétique ou l'économie numérique. Ces investissements encouragent les partenariats entre le public et le privé, notamment pour ce qui est du financement. Toutefois, l'effet de levier attendu sur l'investissement privé ne pourrait être pleinement satisfait que si le message et la volonté du gouvernement sont lisibles et univoques. De manière générale, il est nécessaire que le projet de loi de finances, qui sera présenté en septembre, soit le plus clair possible. Les orientations prises devront être exposées avec cohérence par rapport à ce qui a déjà été réalisé. Dans le cas contraire, nos concitoyens risquent de ne pas comprendre l'action gouvernementale et de la rejeter. La concertation est nécessaire pour mener des réformes durables, mais elle tend à brouiller les messages. Le projet de loi de finances sera l'opportunité de consolider les initiatives prises ou annoncées depuis 1 an. Ce sera là la première loi de finances dont l'actuel gouvernement aura maîtrisé toutes les étapes de fabrication. Nous en espérons donc beaucoup et nous serons vigilants. Dans cette attente, les députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste sont bien évidemment favorables à ce projet de loi de règlement. Merci, monsieur le député.